Le monde bouge, la Chine avance, quatrième partie, quatrième et déjà dernière partie, Sébastien Périmoni sur Radio LCF, la Chine en français. Vous êtes notre invité aujourd'hui, vous êtes militant pour Solidarité et Progrès. Vous venez, c'est la deuxième fois que vous venez d'ailleurs. Tout à fait. C'était une présence féminine qui vous avait interviewé la première fois. Sur le programme spatial et le programme nucléaire africain. C'est un sujet très peu débattu en France d'ailleurs. Très peu débattu en France. Vous venez répondre un peu à nos questions, justement, sur ces questions africaines, entre la Chine et l'Afrique. Le président Xi est en visite officielle en Afrique pendant les semaines qui arrivent, avec à la fin en Afrique du Sud le sommet des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine et South Africa, Afrique du Sud. L'intérêt que la Chine porte à l'Afrique, on en a pas mal parlé pendant ces 30 dernières minutes. L'idée, c'est que la Chine aussi maintenant, dans l'image, en tout cas du monde, se veut comme un partenaire. Et est-ce que je peux dire comme un allié, au sens presque belliqueux ? Disons que la présence militaire chinoise en Afrique est quelque chose qui est maintenant reconnu. C'est-à-dire qu'elle a officiellement sa première base sur le territoire africain, à Djibouti. Donc évidemment, il y a une partie de la stratégie chinoise africaine qui également concerne le volet sécuritaire, comme on dit, diplomatiquement. Ouais. Mais évidemment que ça rentre en considération dans la géopolitique, disons, d'un point de vue chinois. Aujourd'hui, toutefois, je pense que la Chine n'a pas, disons, de velléité, historiquement d'ailleurs. Hein, la Chine est un pays qui n'a jamais envahi son voisin. Hein, oui. Donc la Chine n'a jamais eu une politique, disons... belligérante, d'accaparement des territoires, disons par la force en tout cas. Donc je ne pense pas qu'il y ait cette stratégie qui soit derrière l'esprit des nouvelles routes de la soie. Après, la situation est complexe. Puisque évidemment avec le terrorisme qui se développe aussi assez rapidement, évidemment il y a une surmilitarisation du Sahel aujourd'hui en Afrique qui est très mauvaise. Et justement, pour l'instant, le langage de la Chine, la politique de la Chine, et même de plus en plus, comme je disais, la politique de la France, est de dire le seul moyen d'arrêter les flux migratoires et le terrorisme, c'est les projets structurants, les projets de développement industriel, manufacturier et infrastructurel. Donc il y a... La Chine est plus importante dans ce rôle-là. La Chine joue son rôle à fond, bien sûr. Oui. La France a une stratégie tout à fait incompréhensible, si je peux m'exprimer ainsi, par rapport à sa politique de développement donc de l'Afrique. On prend l'uranium au Niger, toute notre électricité quasiment vient de là-bas, enfin 50% peut-être, je ne sais plus. Et le Niger n'a rien en retour, n'est pas développé. Donc c'est vrai qu'il y a eu des mauvaises habitudes, on en parlait tout à l'heure, qui ont été prises. Ces habitudes sont en train de changer. Et je pense qu'une des choses qui pourrait être faite, c'est que, et je lance un appel d'ailleurs à M. Macron s'il nous regarde. S'il nous regarde, voilà, on l'embrasse d'ailleurs. Voilà, on lui serre la main tout du moins. Oui. C'est de virer son conseil présidentiel pour l'Afrique. Qu'il a créé soi-disant pour cette chose-là, et en fait qui est formé de jeunes qui sont plus dans le marketing, la start-up, la communication et le digital, mais aucune compréhension de l'histoire africaine, aucune compréhension de la géopolitique africaine, aucune compréhension de ce que fait la Chine en Afrique. On a essayé de les interpeller à plusieurs reprises, on n'a jamais eu de réponse. Tous les gens que je connais qui essaient de les interpeller n'ont pas de réponse, donc on se demande à quoi sert ce conseil présidentiel pour l'Afrique. Et aujourd'hui, c'est pour ça que de plus en plus d'industriels, et je disais même du MEDEF, dans les différents investisseurs, etc., sont en train de mettre la pression sur Macron pour justement réformer notre conception et notre vision du développement infrastructurel de l'Afrique. Est-ce que la France, justement, se dit, par le biais de ce conseil présidentiel, se dit... pourquoi nous n'arriverions pas sur la face du business comme la Chine le fait Oui, bien sûr. Mais on n'aura pas le choix, parce que la politique des coups d'État, je pense... oui, je pense que tout le monde l'a compris. Je pense que, il y a eu Gbagbo qui a été délogé, il y a eu Kadhafi, il y a eu... Monsieur Mamadou Tandja au Niger, il y en a eu beaucoup. En Centrafrique, j'en parle pas. Donc il y a cette politique-là. Il y aura peut-être encore quelques coups d'éclat, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même des gens qui sont bornés. Mais je pense que cette politique des coups d'État aujourd'hui est terminée.
Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va devoir, entre guillemets, si je peux le dire, être compétitif sur le domaine économique. Et comme Trump l'a dit à Poutine, on est compétiteurs. Donc ce sera pareil entre la France et la Chine. On va se battre pour des marchés, on va essayer de se battre pour des parts de marché, et puis on fera des projets ensemble. Mais il y aura forcément un esprit de compétition économique. Donc c'est l'avenir de la politique française en Afrique. Et aussi, je pense... Mais l'Afrique, excusez-moi de vous interrompre, Sébastien Périmoni, l'Afrique a de la mémoire, pour le coup, et donc finalement, au bout d'un moment, on se dit, bon, entre un pays, en tout cas la France, ou même, on peut englober les pays du Nord, même ne serait-ce que le Commonwealth, avec l'Angleterre, etc., on a assez donné, pour le coup, et c'est pas une raison qu'ils se rachètent une conduite maintenant, parce que il y a la Chine qui arrive et qui est plus honnête sur certains, enfin et plus certain de ce qu'ils veulent faire. En tout cas, est-ce que pour le coup, finalement, en tant que pays africain, on se dit, moi je traite avec la Chine, quoi. Disons oui, il peut y avoir ce phénomène. Hein. Est-ce qu'on reste, sachant qu'il y a encore des traces du passé. Est-ce qu'on reste copain-copine avec son ex? C'est toute la question. Ça peut très bien se passer si on y croit ou pas, voilà. Donc c'est un peu le problème qu'il va y avoir. Moi, je pense pas que, de ce que je peux voir, j'ai rencontré à la conférence d'Abuja au Nigeria où j'étais dernièrement certains chefs d'État, dans leur discours ne transparaissait pas cette vision de dire maintenant c'est la Chine notre copain et la France allez vous faire cuire à neuf, si je peux m'exprimer ainsi. Donc il y a pas vraiment cette idée-là qui est très présente. Par contre, je pense que ce qui sera le symbole d'un tournant fondamental et de bonne volonté de transformer, disons, une vieille relation en une nouvelle, ce sera l'abandon du franc CFA. Vous me devancez, Sébastien Périmoni, j'aimerais en parler. Le dernier tabou, moi je parle vous expliquez à un Chinois le principe du franc CFA, il ne peut pas le comprendre. C'est incroyable. Pouémy, qui a écrit Monnaie, servitude et liberté, disait la France est le seul pays dans le monde à avoir réussi l'extraordinaire exploit d'imposer sa monnaie, rien que sa monnaie, dans des pays politiquement libres. 1979. Oui. Donc le tabou n'est pas nouveau. Alors le franc CFA qui existe depuis assez longtemps, pour le coup, bien avant 1979, si je ne dis pas de bêtises. Bien sûr, oui. Voilà. En fait, le franc CFA, et c'est toute l'histoire paradoxale, a été créé, je crois, en 1853, et on en revient au Sénégal, puisqu'il a été créé au Sénégal. Et la première fois qu'on a émis des francs dans nos colonies, c'était pour renflouer les détenteurs d'esclaves, puisqu'il y avait eu l'abolition de l'esclavage en 1848. Et donc, les esclavagistes étaient plaints qu'ils avaient perdu beaucoup d'argent. Il y avait un manque à gagner pour eux. Ouais. Donc, on a créé la première banque de francs africains en 1852 au Sénégal pour renflouer les esclavagistes qui avaient perdu avec la fin de la traite. Donc, on voit déjà à la base, l'esprit n'était pas tout à fait coopératif, on peut le dire. Et c'est malheureusement resté comme ça, parce que c'est une pompe aspirante énorme pour l'Afrique. Alors, la pompe aspirante des capitaux, je veux dire, avec des taux d'intérêt pour les gens qui... C'est surtout le problème pour les petits investisseurs. Ils n'ont pas les moyens, les taux d'intérêt sont très élevés. Alors évidemment, on dit que ça a limité les conflictualités entre les pays, ça a permis de maintenir l'inflation, ça a permis d'accrocher la monnaie africaine à une monnaie avec des taux de change fixes qui permettent que les monnaies ne s'effrontent pas. Donc on peut avoir des arguments. Alors en gros, ce qu'il faut comprendre dans le fonctionnement du franc CFA, très rapidement, l'idée c'est que les pays qui sont bénéficiaires de cette monnaie doivent avoir la valeur de la monnaie en banque, mais en banque en France. En France. Au trésor public. C'est exact. Incroyable. Oui, et disons, c'est moi ce que j'ai appelé une curatelle financière. C'est-à-dire que vous avez ces 14 pays, ces 180 millions de personnes qui n'ont ni accès à des lignes de crédit, ni accès à la gestion de leur déficit, ni accès à la gestion de leur budget. La France a toujours un droit de veto dans les institutions de la BCEAO et de la BEAC, donc les banques centrales qui gèrent le franc CFA. Donc symboliquement, c'est très fort. Donc voilà. Donc, alors comment la Chine peut traiter ? On parle en dollars, on parle en yuan, on parle comment pour faire du business ? Bon, pour l'instant, on parle en dollars. Pour l'instant, c'est la monnaie de référence dans les échanges, dans tous les calculs en tout cas. Donc pour l'instant, oui, il y a pas. Tant que la France n'aura pas débloqué ce problème, ça restera un problème pour l'Afrique. Mais ça va pas gêner réellement les investissements chinois en Afrique. C'est pas un facteur contraignant des investissements chinois en Afrique, mais c'est un facteur contraignant du développement de l'Afrique par elle-même. Voilà. Et donc elle doit pouvoir réaccéder à sa souveraineté monétaire, puisque
chaque pays devrait avoir droit à sa souveraineté monétaire et pouvoir avoir justement des banques, comme le propose le président du Ghana, des banques d'investissement dans les infrastructures pour leurs propres projets nationaux, quelque part. Hein. Donc en ça, la France gagnerait à mettre fin à ce tabou. Il y a eu des voix qui se sont élevées dans la presse française, etc., mais qui ont été malheureusement très vite mises au placard, comme Kakonu Bubko, qui est un économiste togolais, si je ne me trompe pas, et qui a perdu même son poste à l'Organisation internationale de la francophonie pour avoir mis de l'avant cette question du franc CFA. Donc ça reste quand même un sujet très délicat. Parmi lequel la Chine elle surfe sans problème, mais c'est un problème dans les relations entre la France et l'Afrique. Qui reste quand même important, exactement. Merci beaucoup Sébastien Périmoni d'avoir été notre invité. Merci de votre invitation. Le Monde Bouge, la Chine avance, je vous en prie. Sur Radio LCF, la Chine en français, on parlait justement de ces relations, alors pas naissantes entre la Chine et l'Afrique, puisque maintenant ça fait une quinzaine d'années. Mais maintenant, ils étaient déjà venus au XVe siècle. Hein. Oui, même si on remonte un peu plus loin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bien entendu, vous pouvez revoir cette émission sur la chaîne YouTube de Radio LCF, la Chine en français, et sur notre site internet. Voilà, si vous voulez réécouter cette émission en podcast. Merci beaucoup Sébastien Périmoni d'avoir été avec nous. Et puis on se retrouve nous très 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 vite pour un prochain numéro du Monde Bouge. La Chine avance.